C'est un endroit qui se mérite un piton au-dessus du village lozérien de Marchastel, d'où l'on peut admirer des espaces qui semblent sans limite. D'ici, on peut porter le regard à 360 degrés sur un territoire au sud du Massif central, l'Aubrac, dont l'apparence est trompeuse. Écrasé par le soleil l'été, couvert de neige durant l'hiver, ce haut plateau peut sembler quasi désertique, inhospitalier. Pourtant, il n'a cessé d'être une terre de rencontre, une terre de passage, une terre de vie. Aujourd'hui, cap sur ce pays où il y a tant de ciel, l'Aubrac. C'est un grand plateau de 40 km par 20, à cheval, sur 3 départements, l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Une terre dans le ciel, à 1200 mètres d'altitude en moyenne. Gonzalo Diaz, accompagnateur, arpente ces chemins depuis 30 ans. Marcher en sa compagnie, c'est l'assurance d'être surpris, conquis. Salut Gonzalo. Bonjour Eric. Oh là là, quel point de vue, quel endroit, où est-ce que nous sommes? Alors ici on est à la cascade du Déroc et on a une chute d'eau d'environ une trentaine de mètres, 33 mètres exactement. Et on domine tout le plateau là. On domine vraiment le plateau d'Aubrac. Alors si je t'ai amené ici, c'est parce qu'à cet endroit on comprend mieux la structure géologique du plateau de l'Aubrac. Allez, je te suis. On va descendre par là. Fais attention. Un œil averti, qu'est-ce qu'il boit ici? En fait on a devant nous un peu un concentré de géologie. On a 7,5 millions d'histoire géologique. Et là, on est sur un plateau volcanique. C'est-à-dire, l'Aubrac, c'est un volcan? Oui, c'est un volcan, oui, absolument. Mais Un volcan tabulaire. Je vois quelque chose de pointu, donc... Alors c'est vrai que sur le Massif central, il y a pas mal de volcans coniques, mais ici, on est sur un volcanisme un peu de type fissural, c'est-à-dire que le socle de granit s'est ouvert et de la lave est remontée en surface et s'est étalée un petit peu comme de la pâte à crêpes. Et ça a donné un empilement de lave qui peut atteindre sur certains secteurs jusqu'à plus de 300 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire que là, on est sur de la lave. Là, concrètement, on est sur de la lave. Roches-là, c'est du basalte. Et les roches volcaniques, avec les cendres volcaniques intermédiaires, sont des types de roches qui stockent l'eau. Donc on a beaucoup d'eau de surface, d'eau de ruissellement, on a énormément de tourbières et également des nappes d'eau en profondeur. Il y a peu de gens quand même qui savent que l'Aubrac c'est un volcan. Oui, c'est vrai que ça saute pas aux yeux a priori, quoi. Oui, c'est tout plat, mais alors pourquoi c'est resté tout plat, vrai? C'est resté tout plat parce qu'il y a eu cet étalement et puis après on a eu des phénomènes d'érosion qui ont adouci et ça donne ce paysage très aplani qui est un petit peu la marque de fabrique du plateau de l'Aubrac. Cette cascade est quand même impressionnante, hein. Oui, d'en haut elle est impressionnante, mais là où c'est vraiment plus impressionnant, c'est dessous, sous la voûte. On peut y aller? On peut y aller, allez, je t'y amène. Allez. Alors tu vois, là on est sous la voûte de la cascade du Déroc, avec ce très beau plafond en orgue de basalte, avec ces prismes de refroidissement qui sont dessinés verticalement là, et qui sont fissurés. Et tu vois l'eau qui s'infiltre par tous ces interstices comme ça. C'est vraiment un endroit assez magique. C'est vraiment des formes assez étonnantes. C'est donc de la lave refroidie vraiment qu'on voit. On est au cœur d'une coulée de lave, une coulée de basalte qui s'est refroidie et qui a donné ces formations prismées qui peuvent avoir des diamètres plus ou moins importants. Ça peut aller d'une dizaine de centimètres jusqu'à 1,50 m, 1,80 m de large, quoi. Ici, la nature a soufflé le chaud et le froid, le très chaud même avec les volcans, puis le très froid. Pour bien le comprendre, Gonzalo nous emmène au lac de Saint-Andéol. Alors après les volcans, on a eu un épisode glaciaire assez marqué avec une calotte glaciaire qui s'est installée sur le haut plateau. Et ici au lac de Saint-Andéol, on a justement un très bel exemple de ce qu'a été le passé glaciaire de l'Aubrac avec ce lac tourbière qui est en fait un lac de surcreusement. Il faut imaginer qu'au-dessus de notre tête, au plus fort de la période glaciaire, on avait au minimum 200 mètres de glace.
C'est un lieu qui dégage quelque chose ici. C'est un lieu assez magique qui a toujours attiré les hommes de ce plateau. Et on a des traces de, comment dire, de cultes païens. On a eu des cultes pré-celtiques, ensuite des cultes gallo-romains. Et ensuite, au moment de la christianisation, une des toutes premières chapelles a été installée en bordure de ce lac. C'est le lieu, je pense, qui est inspiré. Il y a une espèce de force tellurique à cet endroit-là. Et c'est pas tout à fait anodin qu'il y ait eu cette superposition de cultes au fil des siècles, quoi. Quand tu emmènes des marcheurs, des randonneurs ici, comment ils réagissent dans ces paysages? Ben, c'est un endroit assez fort, quoi. Et c'est vrai que ce plateau à perte de vue, cette steppe, surtout aujourd'hui avec ces couleurs un peu qui rappellent un peu l'Asie centrale, c'est quelque chose qui laisse pas indifférent, quoi. Marcher seul, en silence, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que ça me permet de me ressourcer, c'est une sorte de cheminement intérieur, quoi, qui s'effectue, quoi. C'est toujours assez difficile de parler de son pays, mais ton rapport à l'Aubrac, c'est quoi? Ça fait tellement longtemps que je suis ici qu'il y a un rapport assez, quelque part un peu mystique à cette région, quoi. Tu nous as emmenés dans une forêt très belle, au demeurant, mais alors moi ça me surprend, ce ne sont pas les paysages que j'imagine sur l'Aubrac. Eh ben, détrompe-toi parce que l'Aubrac c'est aussi ça, c'est une très grande hêtraie qui fait plus de 10 000 hectares et c'est le paysage originel du plateau de l'Aubrac en fait. C'est-à-dire c'est ce que serait l'Aubrac s'il n'y avait pas eu les hommes? Absolument, absolument. La présence humaine remonte au néolithique. Elle s'est accentuée à la période gallo-romaine. Et d'ailleurs, tu vois ici, là, on est sur les pierres, l'enrochement d'une voie romaine, la Via Agrippa. Là, c'est une voie romaine? Oui, tout à fait. Oui, si. Ces pierres qu'on a là ont été placées au 1er siècle de notre ère. Ouais. Et ça a été le premier axe de communication à traverser le plateau de l'Aubrac. Alors, on a l'impression que l'Aubrac, c'est une région paumée, hors du temps, etc. Mais en fait, dès à l'aube de notre ère, c'était déjà un endroit qui était extrêmement fréquenté. C'était un lieu de passage très important. Les hommes ont trouvé ici une terre si riche, avec une herbe d'été si grasse, que logiquement, ils ont développé l'élevage bovin. La reine du plateau, la voici, l'Aubrac. Une vache rustique, très bonne marcheuse, résistante, rarement malade. Difficile d'imaginer qu'avec toutes ces qualités, la race Aubrac a failli disparaître, car son atout, être une vache mixte, capable de produire de la viande et du lait, est devenu un handicap à l'heure du productivisme. 400 000 têtes au début du XXe siècle, 8 fois moins à la fin des années 80, la race allait inexorablement vers son extinction. Fort heureusement, l'Aubrac a été sauvé par une poignée d'agriculteurs attachés à la race de ce pays. On en compte aujourd'hui 165 000. C'est même la seule race bovine française en progression. Avouons-le, elle mérite toute cette attention car elle est tout simplement belle. Avec son mufle noir, ses cornes légèrement torsades et foncées à l'extrémité et surtout ses cils que l'on croirait maquillés. Certains disent même que l'Aubrac a un œil d'Andalouse. Turquie, safran, là. Là, safran. Toscane, viens. Safran, viens. Bonjour Francis. Bonjour. Vous avez combien de bêtes en tout? Ah ben là, c'est un troupeau un peu réparti. On a 90 vaches de race Aubrac toutes. On peut s'approcher, vous pensez? Un peu, oui, mais enfin, elles sont un peu méfiantes, C'est-à-dire elles. qu'elles vous connaissent vous? Et plus, ouais, que. Et nous, on leur fait un peu Je ne veux peur. pas vous accuser d'étrangers, mais. C'est vrai, elles sont habituées et chacune a leur nom et on leur parle. C'est vrai? Ah oui, ah oui. Non mais là, par exemple, je vous dis celle-là, comment elle s'appelle? Là, c'est la muscade. Celle qui mange dans le seau, là, c'est la muscade. Là, c'est la samba. Sagesse, l'autre cloche, là. Et Christophe, c'est votre fils. Voilà, Et donc l'exploitation, elle est familiale. elle est familiale, oui. On continue depuis 3 générations. Vous élevez ces Aubrac, pourquoi? Le lait, la viande? La viande. Aujourd'hui, Ah, c'est quasiment plus que ça. Il existe un seul bureau en activité encore ici.
qui traite 30 ou 35 vaches à la main. Et après, pour la coopérative laitière de Jeunes Montagnes, il y a encore quelques vaches qui se font traire avec des cimentales. Mais sinon, l'Aubrac maintenant, c'est que pour produire de la viande. Et alors la qualité de cette viande d'Aubrac, qu'est-ce que c'est? Comment? Il paraît que c'est l'une des meilleures, vous n'allez pas dire le contraire. C'est la meilleure. C'est vrai? C'est la meilleure. Non mais elle a quoi? Elle a un goût particulier, un persillé, c'est quoi ça? Le goût, il vient beaucoup par rapport à l'état de l'engraissement et de la proportion du gras dans la viande. Et l'Aubrac, elle a une capacité à avoir un gras, une viande très persillée, c'est ça qui donne un goût et de la tendreté à la viande. La cloche, c'est ce qu'on appelle la sonaille, c'est ça? La sonaille, oui. Et c'est pour la retrouver quoi? Quand on voit plus rien, qu'il y a du brouillard? Voilà, surtout ça, oui. Merci, bonne continuation. Merci. Allez, à ciao. Ciao. Allez, sagesse. Sagesse. L'élevage a marqué ces paysages de son empreinte. L'horizon est rythmé par les burons. Ces solides bâtisses en pierre étaient un hébergement pour la transhumance et une fromagerie. Les premiers burons ont été construits au XVIIIe siècle. On en a compté jusqu'à 300, mais beaucoup aujourd'hui sont en ruine. C'est dire à quel point le buron de Camjanne est précieux, unique. Il a été sauvé en 2008 par Jean-Claude et ses fils. L'été, ils le passent ici, aux estives, toujours prêts à partager une histoire, un savoir-faire, une culture. On est le seul bureau encore à faire ce mode de travail, oui, où on a pu conserver cette tradition. Durant l'été, grâce aux vaches que vous avez ici, vous fabriquez du fromage. Oui. Mais il y a encore des gens qui font du fromage de ferme, puisqu'il s'est fait sur le lieu de production. Non. Du fromage comme ça, dans un bureau, on est les seuls. Après, bon, du fromage, il s'en fait dans beaucoup de coopératives, bien sûr, qui sont faits avec des vaches laitières, comme toutes les coopératives, on va dire. Alors, il y a une traite électrique, comment vous faites? Non, c'est une traite à la main. Ah oui. C'est beaucoup de manutention, si vous voulez, puisqu'il faut commencer de mettre le veau à sa mère. Le veau commence à amorcer le lait, entrer le lait. Et la spécificité surtout de notre lait, c'est que ce sont des vaches Aubrac. Donc ce ne sont pas des laitières, ces vaches qui n'ont pas beaucoup de lait, qui ont 5-6 litres de lait par jour. Mais c'est un lait qui est très riche en matière grasse. Et grâce à ce fromage, ici on fait un plat particulier. Vous m'en dites pas plus? Voilà. On va le voir à l'intérieur. On va le voir. Allez, je vous suis. Allez. Pour faire un bon aligot, c'est une purée de pommes de terre. Alors déjà, c'est pas du flocon, hein, c'est non. de la vraie pomme de terre. La vraie pomme de terre avec de la crème, du beurre. Et ensuite, quand la purée est faite, on rajoute de la tome fraîche. La tome fraîche, c'est la caillée du lait pressé qui a 2 jours. Il faut qu'elle ait 48 heures. Et alors ensuite, vous voyez, on remue. Quand la tome fond, là, elle se met à filer. Et quand elle aura bien fondu, la tome, ça veut dire que l'aligot est prêt, vous voyez. Là, il commence à être bien lisse. Là. C'est beau à regarder. Et on sait à quand ça remonte, cette tradition? Oh, ça remonte au temps des moines, si vous voulez. L'aligot, c'est eux qui avaient inventé ça, je pense. Hein. Dans le temps, c'était un plat qui ne se mangeait que pour les jours de fête. Aujourd'hui, c'est un plat qui devient quotidien. Allez, il va être prêt, là. Il n'y a qu'à le descendre. Hop. C'est un joli ruban. On peut dire que c'est quoi, un ruban de l'amitié? Ça réunit quand on mange ce plat-là? Si vous voulez, on fait un aligot pour un repas d'amis, de copains, oui. Sur l'Aubrac, son amitié, on la donne pas comme ça, mais quand on l'a donnée... Mais je dis, on est un petit peu comme notre climat. On est déjà un peu rude comme ça, mais très sensible. Notre amitié, oui, on la donne pas de suite, mais quand on la donne, elle est vraie. L'Aubrac, c'est un monde en soi, un continent. On a le sentiment qu'on peut aller partout, que les espaces n'ont pas de limite. Au milieu des steppes herbeuses, on pourrait se croire dans un désert, mais il n'en est rien. Car ici, on croise beaucoup de pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques. On estime qu'entre le mois d'avril et le mois d'octobre, il y a entre 20 et 25 000 randonneurs pèlerins qui passent sur le plateau de l'Aubrac. Alors ça s'explique historiquement? Oui, parce qu'on est sur Aubrac et en fait sur la
la plus vieille route de pèlerinage, historiquement parlant, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pèlerinage à Saint-Jacques, c'est 300 000 personnes au Moyen-Âge par an qui vont là-bas. C'est un déplacement de personnes phénoménal et ça va avoir des répercussions pour l'Aubrac. Ah oui, complètement, avec la fondation de cette hospitalité, de cette abbaye, de cette domerie d'Aubrac, qui a joué un rôle majeur sur cette route de pèlerinage et aussi dans la mise en valeur du plateau. Dans quelles circonstances ce site va voir le jour? Alors on attribue la fondation de l'abbaye d'Aubrac à un seigneur flamand qui, au cours d'un pèlerinage à Saint-Jacques, à l'aller et au retour, se fait attaquer par des brigands et tombe dans une grosse tempête de neige. Et donc, à son retour, il décide de s'arrêter là, de se poser là et de créer une hospitalité dédiée à l'accueil des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques pour leur assurer nourriture et sécurité. Le monastère ne va cesser de s'agrandir. Il comprenait une église, des bâtiments hospitaliers, des dortoirs, le tout clos par une enceinte. Il a compté jusqu'à 120 frères, 30 sœurs, des chevaliers pour la protection. On estime que la Domerie accueillait en moyenne 1 millier de pèlerins par jour. Il faut rappeler que cette hospitalité pour les pèlerins, elle est gratuite. Ça coûte cher ici au monastère. Oui, mais le monastère donc, a bénéficié énormément de dons, de legs, etc. Et puis aussi, ils ont développé toute une série de granges monastiques qui alimentaient cette abbaye. Ils ont mis en valeur le plateau de l'Aubrac, ont développé l'élevage, ont mis en place tout un système de transhumance. Donc tout ça, ça générait des fonds qui étaient ensuite réinvestis dans l'accueil des pèlerins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le plateau de l'Aubrac vit encore sur ce modèle agropastoral initié par les moines au début du XIIe siècle. La Domerie d'Aubrac, aujourd'hui, elle est beaucoup moins importante qu'à l'époque, mais il reste quand même quelques bâtiments emblématiques. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, mais il reste encore l'église de Notre-Dame-des-Pauvres et son clocher. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que peu de gens connaissent et j'ai envie de te faire découvrir ça. Ah, je te suis. On y va. C'est par où? Voilà. La clé. Bon, alors là, on est tout au sommet de la tour clocher de l'abbaye d'Aubrac, qui abrite la fameuse cloche des Perdus. Pourquoi ce nom? Alors en fait, cloche des Perdus, parce qu'elle joue un rôle très important dans la vie de l'abbaye. Cette cloche était censée rappeler les pèlerins égarés à la tombée de la nuit ou les guider par le son les jours de grand brouillard ou les jours de tempête de neige. Alors, il y a des inscriptions d'ailleurs ici en latin. Oui, il y en a deux assez importantes. Il y en a une qui dit « Je fais fuir les démons » et l'autre « Errantes revocat », « Je rappelle les égarés ». Ça en dit long quand même sur cet environnement à ce moment-là dans l'Aubrac. Un environnement qui était quand même relativement hostile. C'était des kilomètres et des kilomètres de forêt épaisse, avec des loups, avec des ours, avec aussi des brigands. Elle a sauvé des vies probablement. Ah oui, sans aucun doute. Pour qu'on l'entende de très loin, elle doit très bien sonner. Ah oui, elle a un son fabuleux qui porte à des kilomètres et des kilomètres. D'ailleurs, regarde. Nous partons maintenant à une vingtaine de kilomètres plus au nord, dans un village de l'Aveyron qui lui aussi a beaucoup fait pour la renommée de ce pays, l'Aïol. Christian Lemasson, qui a étudié avec passion et précision l'histoire de la coutellerie, nous a donné rendez-vous dans une rue d'apparence banale. Cette rue, c'est un peu la rue mythique de l'Aïol, c'est là où est née la coutellerie. Alors il faut s'imaginer que dans cette rue, au début du 19e siècle, il y avait 4 ateliers de coutellerie qui employaient 35 personnes. Et alors, cette rue, elle était envahie de bruits, des bruits de marteau, les bruits de scie. Il y avait tout un petit univers autour de la coutellerie et c'était un lieu magique. À quoi il ressemblait alors ces premiers couteaux? J'en ai un dans la poche. Mais au départ, c'était un couteau de paysan. Tu vois, il n'y avait aucun décor, de la corne simple, la corne de vache de l'Aubrac. Et ces couteaux, ils étaient entièrement forgés à la main. C'est une pièce de musée, il date de quand ce couteau? Ce couteau, il date des années 1860. Et à l'époque, les couteaux étaient relativement frus, c'était des couteaux de paysans. Et il a été forgé juste derrière. Et c'est un miracle qu'ils soient encore en vie. Et tu te rends compte, c'était vraiment solide.
Comment ce couteau rustique va connaître un tel succès dans toute la France? Bah écoute Eric, je vais te répondre par un couteau. Regarde, celui-là, c'est le couteau de mon arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père, quand il était jeune, il montait ses vaches à la montagne, au Buron. Et ensuite, il est parti à Paris. Il est devenu bougnat. Ah d'accord. Et c'est par les Aveyronnais de Paris que le couteau a commencé à être connu. Alors là, c'est pas du tout le même manche. Ah non, là, on a un manche en ivoire. C'était des gens qui avaient quand même beaucoup plus d'argent. Socialement, ce couteau, il avait un rôle dans les familles. Dans les fermes, quand il y avait des garçons fermiers, il y avait un maître garçon qui, lui, rythmait la vie au travail. Quand on mangeait, on avait son couteau. Et dès que lui avait refermé son couteau, l'avait fait claquer, il fallait repartir au travail. C'est la sonnerie de l'usine, quoi. Ah, en quelque sorte. absolument, oui. Là, il y en a un immense. C'est quoi ce couteau? Eh bien, ce couteau, c'est un couteau de mariage. Bon, les couteaux de mariage, tiens, je te le prends 2 secondes, je vais te montrer. Ah, tu vois la taille? Magnifique. Ah oui, oui, Ah bah ouais, oui. puis c'est ouvragé. On est déjà dans des couteaux pour de la belle société. Et quand le futur fiancé était accepté dans la famille, on lui faisait cadeau d'un grand couteau de mariage. Et c'était ce jour-là seulement qu'il savait qu'il avait été accepté par les beaux-parents. De nos jours, le laïol est le couteau régional le plus produit en France. Et pourtant, il a failli totalement disparaître dans les années 80. Les Aveyronnais se sont battus et la production a été relancée. Voici le symbole de ce renouveau, la forge de l'aïeul. Avec ses 100 ouvriers, ce n'est pas une usine, mais une manufacture. Le mot est important car dedans, il y a main. La main qui dessine, qui forge, qui découpe. La main qui sculpte, qui ajuste, qui monte, qui grave, qui cisèle, qui lustre. La main qui guilloche. Cette main qui, plus tard, tiendra le couteau. On est dans le saint des saints ici, Thierry. Alors ici, effectivement, on est vraiment dans l'esprit du laïol. C'est-à-dire qu'on définit son couteau, on se le fait fabriquer, le couteau devient unique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la pièce unique, on est dans de la haute couture. C'est en fait une gamme très large, le couteau. De par ses formes, le couteau évolue au fil des années. Là, on est sur un couteau historique, on est plutôt sur des formes des années 1870, avec de l'ivoire de mammouth, avec tout un travail de guillochage, avec d'ailleurs une feuille de chêne. Là, on est sur un couteau des années 1910, les fameux couteaux qui est monté avec le fameux tire-bouchon, avec les bougnats, sur de l'iguane. Là, encore un peu plus particulier, sur une forme classique, on a mis de la molaire de mammouth. De la molaire de mammouth, alors nous n'en avons plus sur l'Aubrac, c'est terminé, mais il y a encore quelques endroits où il en reste, donc on arrive à récupérer de la molaire de mammouth. Là, une des spécialités de la forge de l'aïeul, c'est aussi de le transmettre aux générations futures, et cette transmission, on l'a fait à travers la création, c'est-à-dire que là, on va travailler avec des designers, et des couteaux un peu plus particuliers, ou des clins d'œil. Là, on est sur de la ferraille de la Tour Eiffel, c'est-à-dire que pour le bicentenaire de la Tour Eiffel, on nous a donné de la ferraille de la Tour Eiffel, on en a fait des couteaux, donc une collection unique sur les 120 ans, donc 120 couteaux, et il n'y en a plus. Là, ce métal, il vient de la Tour Eiffel. Tout à fait. Alors souvent, on me dit quel est le plus beau matériau pour faire un couteau, c'est très simple. Le plus beau matériau, c'est pas forcément de l'or. Le laïeul, il faut revenir sur sa valeur affective et patrimoniale, puisqu'on est quand même sur un territoire patrimonial. Moi, mon plus beau laïeul, vous voyez, il est en bois. Mais c'est pas n'importe quel bois. C'est un bout de la canne de mon grand-père. Et dans cette canne, j'en ai pris un petit bout de bois et j'en ai fait faire un couteau. Et ça, pour moi, c'est la plus belle matière du monde. Et c'est ça l'esprit du laïeul. Nous, on revendique un territoire, c'est un produit, c'est un savoir-faire, c'est surtout un savoir-être. Parce que derrière ce savoir-faire, il y a un savoir-être, il n'y a pas que du savoir-faire. Pour moi, le plus beau, c'est même pas tous ces beaux matériaux qui coûtent un peu d'argent. C'est un bout de bois de la canne de mon grand-père. Mais ça, pour moi, ça a toute la valeur du monde. C'est dans un lieu étonnant, encore un, que nous allons vous saluer, un endroit que l'on appelle ici la chaussée des géants. Regardez ces pavés parfaitement joints que l'on croirait posés au sol. Il s'agit en fait du résultat de la poussée verticale des volcans et de l'érosion des glaciers. Ce plateau de l'Aubrac dégage une puissance
tellurique qui ne laisse pas indifférent, un sentiment parfaitement traduit par un grand écrivain amoureux de ce pays, Julien Gracq, qui trouvait que ces paysages provoquent chez le promeneur un sentiment d'altitude, mais surtout un sentiment d'élévation.